Bonjour, fin 98 sort une série aux États-Unis sur l'univers des X-Men. Moi, j'étais un peu frustré parce que j'adorais les X-Men et c'était mon frère qui achetait tous les X-Men qui sortaient. Et du coup, je voulais lire ma série X-Men et j'étais vraiment à fond dans la VO à l'époque. Et avant la sortie d'Ultimate X-Men, qui du coup me comblera beaucoup plus parce que c'est vraiment la série mère des X-Men dans l'univers Ultimate, je cherchais une série à suivre en VO qui me prenne pas trop la tête au niveau de la continuité, et Mutant X est arrivé pile à ce moment-là. Alors, deux raisons pour lesquelles je l'ai acheté. La première, je viens de vous l'évoquer, c'est parce que c'était une série de l'univers X-Men qui sortait un numéro 1 et qui n'était pas tellement ancré dans la continuité de la Terre 616 parce que ça se passe dans un univers parallèle. Et deuxième raison pour laquelle j'ai craqué, c'était Tom Raney au dessin. Et Tom Raney, moi j'aimais beaucoup. Il avait travaillé chez Wildstorm où il avait fait du Authority. Il travaillera par la suite sur quelques numéros d'Ultimate X-Men. Vraiment, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il n'est pas assez exploité. Enfin, exploité, c'est un grand mot, mais on le voit pas assez souvent en fait. Alors que j'aime beaucoup son trait. Hop. Donc c'était une double couverture sur le numéro 1. Collector's Item First Issue. Trapped in a World of Darkness, Alex Summer is Mutant X. Donc Mutant X, c'est Alex Summer, donc Havok, qui est juste là, le frère de Scott Summers, qui est jusque-là était dans X-Factor. Dans la série X-Factor sur la Terre 616, la Terre normale de l'univers Marvel. Il meurt dans X-Factor, dans une explosion. C'est d'ailleurs résumé au tout début, là il y a une double page. C'est résumé ici au tout début sur ce qui se passait dans X-Factor, on voit juste l'explosion. Et on voit que là, il tombe, il a l'air de tomber en fait. En fait, il va tomber dans un univers parallèle. Donc il meurt. En même temps que lui meurt, le Havok de la Terre 1298, parce que c'est la Terre 1298 dont il est question ici, décède également, et l'esprit de notre Havok Terre 616 arrive dans le corps de Havok 1298. Le Havok 1298, il s'est passé aussi des trucs, mais là je vais pas revenir là-dessus. Mais bon, bref, sachez juste que Havok se retrouve dans le corps de son double interdimensionnel, et donc se retrouve dans un univers qu'il ne connaît pas, qui lui est familier, mais qu'il ne connaît pas. Donc, cette série, c'est Howard Mackie au scénario, qui restera sur quasiment tous les numéros, à quelques exceptions près. Je crois qu'il y a les origines d'un des personnages qui ont été confiés à Ben Arab. Il y a deux A Arab, alors je sais pas si on dit Rab ou Rab. Bref. Mais sinon, il sera là sur toute la série. Une série qui va durer 32 numéros et 3 annuals. Il me semble que j'ai les 32 numéros. Enfin, j'ai les 32 numéros, c'est sûr. Mais j'ai que 2 annuals. Donc il m'en manque un. Il m'en manque un. Une série qui durera entre 98 et 2001, dont une grande partie restera inédite en VF. Ça, je reviendrai sur la VF à la fin de la vidéo. À la base, ça devait être une maxi-série en 12 numéros. Ça se voit d'ailleurs à la fin du 12e numéro. Je vais avancer un petit peu. Je vais juste vous montrer quelques pages de Tom Raney que j'aime beaucoup. Hop là. Je vais vous expliquer un petit peu qui sont les personnages par la suite. Donc à la base, ça devait être une maxi-série en 12 numéros. Et finalement, au bout du 12e numéro, ça a tellement cartonné en fait au niveau des ventes que Marvel a dit bon, on va continuer à la série, et ça durera donc sur 32 numéros plus 3 annuels. Donc Havok se retrouve dans une terre parallèle avec d'autres personnages. Sur cette terre parallèle, en fait, Scott Summers, il est pas là. Scott Summers, il a été embarqué avec le père de Havok dans les Windjammers, je sais pas quoi. Il a été emmené par des extraterrestres. Donc, en fait, il est pas chef des X-Men. Le chef des X-Men sur cette terre-là, c'est Magneto. Et lui, il est le chef d'une équipe qui s'appelle The Six, les 6. Donc, Havok, quand il prend la place, Havok était censé être mort, tué par une sentinelle. Donc, lui, il arrive à la place de Havok. Je vais m'arrêter sur cette couverture pour vous expliquer un petit peu qui sont les autres personnages. Vous voyez qu'il y a des différences. Là, on a un Spider-Man avec 6 bras. Man Spider, il s'appelle, et pas Spider-Man. On voit qu'il y a un personnage qui s'appelle Brute. On voit Madeline Pryor en Goblin Queen. Alors, je vais vous réexpliquer rapidos qui sont les 6. Donc, Havok, je vous en ai parlé, il est là. Ici, on a Iceman. Donc Iceberg, en fait, c'est vrai qu'en français Iceman est traduit par iceberg. Là, la subtilité, c'est que Iceman, au lieu que ce soit tout collé, c'est Ice avec un hyphen, avec un trait, Man,
Et c'est notre iceberg à nous, mais coincé dans un corps de glace. C'est-à-dire qu'il peut toucher personne, sinon la personne meurt de froid, à cause d'une malédiction de Loki. Donc il est coincé dans son corps de glace. On voit ici Madeline Pryor qui est là, donc qui s'appelle à la fois Marvel Woman et Goblin Queen, parce qu'elle va péter un câble. C'est vraiment toute l'histoire des 12 premiers numéros, c'est le pétage de câble de Goblin Queen. Donc c'est Madeline Pryor qui est la femme de Havok dans cet univers-là, qui est la mère de Scotty. Alors Scotty, on le voit où? On le voit sur le deuxième numéro, troisième numéro. Voilà, Scotty est là. Scotty, c'est le fils de Havok et de Madeline, qui a quelques pouvoirs, et c'est le seul à se rendre compte que Havok n'est pas vraiment son père. En fait, lui, au tout début de la série, il dit à tout le monde, non, je viens d'une terre parallèle, personne ne le croit. Donc il dit, bon bah je vais jouer le jeu, et le seul qui le croit et qui se rend vraiment compte que c'est pas son père, c'est le petit Scotty, fils de Madeline et de Havok de cette terre-là. Donc ensuite on a The Brute, donc en fait c'est le fauve, mais avec un aspect beaucoup plus aquatique, même s'il a des poils. Il a des jambes comme un bouc, parce qu'il avait passé un pacte avec un démon, et surtout Hank, donc le fauve dans la Terre 616, il est très intelligent. Là, il a un esprit, l'esprit d'un enfant en fait. C'est un peu un Hulk dans le truc. Donc Brut, je vous en ai parlé. The Fallen, qui est là, The Fallen, bah, vous voyez qui c'est Archangel en fait, hein, c'est Angel, mais avec des ailes qui ne sont pas en ferraille, mais des ailes organiques. Qui est plutôt cool, hein. Son histoire est vraiment pas mal. Moi, c'est l'un de mes personnages préférés dans The Sixth. Et le personnage qui a été le plus populaire à l'époque, c'est Bloodstorm. Alors Bloodstorm, en fait, c'est Storm, sauf qu'elle a été mordue par Dracula. Ça lui est arrivé dans la Terre 616, dans Uncanny X-Men 159. Elle a été sauvée depuis. Sur cette Terre-là, non, elle n'a pas été sauvée, elle est restée vampire. Mais elle a juré de ne tuer personne. Donc, pour continuer à survivre, parce qu'elle a toujours faim, elle a toujours soif de sang, elle se nourrit en utilisant Forge et Kitty Pryde, qui sont a priori d'accord, sans jamais les tuer. Donc elle se nourrit en les utilisant, c'est tout. Et donc le personnage a vraiment eu un grand succès, à tel point que quelques années après Mutant X, on a une autre version de Bloodstorm, c'est pas la même, qui est arrivée dans les New X-Men de Bendis. C'était de Bendis. Enfin, à la base c'était de Bendis, mais je sais pas si c'est Bendis qui l'a fait arriver sur. Il aurait fallu que je vérifie là-dessus. Donc c'est la Bloodstorm de la Terre 2100. J'ai perdu une connerie. 21 710. Je sais plus. Là on est sur la Terre 1290. Bref, c'est une autre Bloodstorm qui arrive. Il y a aussi une Bloodstorm de Paradise X de Alex Ross et Jim Kruger. J'espère que je dis pas de conneries. Et donc celle qui est dans la New X-Men, qui a eu une romance avec le jeune Scott Summers, c'est pas du tout celle-ci. Celle-ci, elle est différente. Celle-ci, c'est la première Bloodstorm. Autre personnage, cela je vous ai cité les 6, du coup, oui. Autre personnage qui arrivera par la suite, Gambit, qui aura des pouvoirs vampiriques aussi, parce qu'en fait il va mourir, il va demander à Bloodstorm de le sauver, et elle va le transformer en vampire. Donc Gambit, qui sera à moitié mutant, à moitié vampire, comme Bloodstorm, et Captain America, qui va rejoindre l'équipe, parce qu'en fait Captain America, dans cette terre-là, c'est un mutant. Voilà. Donc ça c'est pour les personnages. Je vais continuer à vous présenter quelques numéros. Vous voyez là, au numéro... c'est le numéro combien? Ça c'est le numéro 6. Au numéro 5, Tom Raney se barre, c'est Carrie Nord qui prend la suite. Moi j'adorais Carrie Nord, donc nickel, ça me convenait très bien. C'était le Carrie Nord que j'avais vraiment apprécié sur Daredevil. Le numéro 7 qui est ici, le numéro 8, toujours Howard Mackie, toujours Carrie Nord. La couverture, là, les deux, j'ai envie de dire Michael Golden. Vous me confirmerez dans les commentaires du coup. Hop, le premier annuel 1999, qui est dessiné par Pasquale Ferry, couverture d'Amanda Conner et scénarisé par Jeff Farber. Le numéro 9, avec Miller au dessin. Alors on se dit Miller, Frank Miller. Non, pas du tout. Je crois que c'est Tom Miller, si je dis pas de conneries. C'est Mike Miller, donc déjà je disais une bêtise. Et sur une couverture de Carrie Nord. Voilà. Bon, ça c'est une parodie. Enfin, c'est une parodie. C'est un hommage à l'une des couvertures les plus connues des 4 Fantastiques. Vous voyez là d'ailleurs, c'est la version des 4 Fantastiques de cet univers-là. Ben, c'est la chose qu'il a. Magneto et ses X-Men arrivent dans le numéro 10. Carrie Nord revient au dessin, c'est plutôt cool. On voit Nightcrawler qui est là, Malicia,
Malicia qui a l'armure de Colossus. Cette couverture, je la trouve magnifique. Elle est incroyable, cette couverture. À l'intérieur, c'est JJ Corby qui est au dessin, qui fait un fill-in. Mais cette couverture, elle est top, quoi. Mutant X numéro 12, qui devait donc être le dernier numéro de Mutant X, avec une couverture de Carrie Nord qui dessine aussi l'intérieur. The Long Awaited Final Showdown, mais en fait c'est pas le Final Showdown parce que ça va continuer derrière. Le numéro scénarisé par Ben Raab avec les origines de Bloodstorm, c'est celui-ci, c'est le numéro 13, donc là c'est pas du tout Maki qui scénarise. Ça me fait marrer Maki parce que j'ai un pote qui s'appelle, enfin dont le pseudo est Maki, donc à chaque fois je me dis, mais c'est pas lui. Là c'est Howard Maki. Ben Raab, Miller. J'ai pas trouvé top ce numéro, mais bon, c'était plutôt intéressant par rapport aux origines de Bloodstorm, mais je préférais quand c'était Maki et Nord au dessin. Et d'ailleurs, tant mieux, ils reviennent juste là, sur le numéro 14. Voilà. The Return of Cyclops. Bah, peut-être, peut-être pas. Shield Attacks. Alors, le Shield, là, c'est pas le même Shield que nous, on connaît. Là, ils sont un petit peu... le président des États-Unis, là-bas, c'est Creed. Alors c'est pas Creed dans de sabre, c'est son fils je crois. Il aurait fallu que je vérifie. Et le Shield il est complètement à la solde du gouvernement et il est là pour s'occuper du problème mutant. Voilà. Donc ça c'était le numéro 15. Numéro 15. Numéro 16, arrivée de Gambit. Il est là. Toujours aussi cool. Numéro 17, Cyclops et Havok ensemble. Au dessin c'est Javier Saltarez. Que j'avais connu sur Ghost Rider, la série Ghost Rider avec Danny Ketch, et qui était ancré par Mark Texera. Merde, je dis une connerie, par Texera. Mais c'est comment, Mark Texera? Ouais, si. Ouais, si, c'est ça. J'ai peur de dire une connerie. Oui, si, c'est ça. Donc Texera qui. Ça m'énerve ces trous de mémoire à la con. Qui était plutôt cool sur Ghost Rider, mais là sur Mutant X, son trait il est moins bon. Alors sans doute parce que Texera aidait beaucoup à l'ancrage. Là, Pepoy, donc Andrew Pepoy restera à l'ancrage sur tout le long de la série, hein, comme Howard Mackie restera sur toute la série. Lui, il restera vraiment du début à la fin, même en changeant les dessinateurs, il sera là jusqu'à la fin de la série. Et je pense que ça lui convenait pas, ça ne convenait pas au trait de Javier Saltarez. Carrie Nord revient sur le numéro suivant. Vous voyez, on voit un petit peu le côté fasciste du Nick Fury local. L'annuel 2000, deuxième annuel, voilà, qui est scénarisé par Maki avec c'est Colin Doran, ouais, voilà, Colin Doran au dessin. Couverture est classe, hein. La couverture elle est de Tom Raney là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Une couverture de Paulina qui fera quelle couverture sur les numéros suivants. Pas du tout cette couverture, je la trouve un peu moche. Ça commençait à être un peu à tourner un peu en rond. C'était toujours sympa hein, de voir les différentes versions des héros qu'on connaît, des héros qui nous sont familiers dans leur version Mutant X en fait, de l'univers Mutant X. Là c'est une couverture de Randy Green si je ne dis pas de bêtises. On a Tom Lyle au dessin sur celui-là. Sur celui-là aussi d'ailleurs. Couverture de Bart Sears. Avec Galactus. Là, la couverture, elle est... Alors, Michael Golden. Voilà, Michael Golden. Et là, il est au dessin. Donc, Michael Golden va faire une paire de couvertures derrière. Pas toujours les meilleures couvertures. Hein. Celle-ci est sympa, par exemple. Numéro 25, Double Size. À l'époque, un comics en VO, ça coûtait 2,25 $. Hein. Aujourd'hui, c'est 4 $. Cette couverture-là est plutôt cool. On voit que Ron Lim est arrivé au dessin. Ron Lim, c'est un peu le dessinateur fill-in. Hein. On sait pas qui prendre en dessinateur. On va appeler Ron Lim, c'est pas grave, il va s'en occuper. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup, donc pas de problème. Là, cette couverture, elle est de Golden aussi, mais franchement, elle est moche. On approche de la fin. Hein. On est sur le numéro 30. Vous voyez, il me manque le dernier annuel. Hop. Toujours Ron Lim au dessin et Howard Mackie, Andrew Pepoy sur le scénario et l'ancrage. Et là, ça se termine. Alors, ça se termine. Est-ce que je vous spoil ou pas? Je pense que je peux vous en parler parce que de toute façon, on n'aura jamais la VF en France. Parce que en VF... Alors, donc à la fin...
le Havok de cette terre-là, donc le Havok dont l'esprit du Havok 616 est dans le corps du Havok 1298, se sacrifie pour sauver le monde. Du coup, le corps de ce Havok décède, et Havok, on voit qu'il retombe, je vais vous montrer la dernière page, on voit qu'il retombe dans une espèce de limbe, voilà. Et en fait, la suite, ce sera son retour dans la Terre 616, dans son corps d'origine. En France, en VF, on a eu le droit à quelques numéros chez Panini en 99, à partir de novembre 99, un an après l'apparition de la série aux États-Unis. Et on aura le droit qu'à 12 numéros et un annual. Ce sera dans X-Men Universe, le magazine X-Men Universe qui est sorti en kiosque avec différentes séries parallèles, sœurs de la série principale de X-Men. Les numéros 1 à 13, la X-Men Universe va continuer derrière, mais il n'y aura plus du tout Mutant X. C'est un peu dommage, parce que du coup là, Panini a fait juste comme si c'était la maxi-série en 12 numéros, et va pas continuer avec le numéro derrière. Ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même des histoires qui sont pas mal. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, il y a des moments où clairement on sent qu'on essaie de tirer un peu sur la corde, mais il y a quand même des trucs qui sont plutôt cool, notamment en France. Du coup, on n'a pas vu l'arrivée de Gambit en vampire, on n'a pas vu Captain America, on n'a pas vu l'histoire avec Nick Fury. C'est un peu dommage, et donc cette série reste, la fin de cette série reste quand même inédite en France. Donc en gros, nous on a eu les 12 premiers numéros en VF, et il manque les 20 derniers, plus 2 annuels manquants, sur la version française chez Panini. Peut-être qu'un jour il y aura un omnibus, mais franchement j'ai des gros doutes, parce que la série cartonnait à l'époque. Maintenant, voir cette série revenir, ça me paraîtrait un peu bizarre, parce qu'elle est vraiment ancrée sur une période clé des X-Men. Et moi j'étais hyper content de suivre cette série en VO, parce que du coup j'avais des épisodes inédits en VF. Alors je lisais aussi la VF, mon frère les achetait, hein, achetait X-Men Universe, donc du coup je lisais la VF. Déjà à l'époque je me disais, c'est pas ça qu'il a dit dans la VO, j'ai un doute. Du coup je ressortais ma VO, je vérifiais avec la VF, et oui, parfois c'était un peu bancal, mais bon. J'espère que ça vous a intéressé, cette vidéo de Mutant X. Je vous en avais parlé il y a un moment, je vous avais dit un jour j'aimerais faire une vidéo sur Mutant X, machin, mais c'est comme d'hab, en fait c'est en rangeant mes comics, je me dis faudrait que j'en parle de ça un jour, et je zappe. Quelqu'un me l'a rappelé, merci à toi d'ailleurs, dans les commentaires. T'as toujours pas parlé de Mutant X? Oui, bah voilà, c'est fait, Mutant X j'en ai parlé. Je vais pouvoir le ranger, sauf que comme d'habitude, quand je sors des trucs pour en parler, j'ai envie de les relire du début à la fin. Alors là j'ai refeuilleté vite fait pour que ça me revienne en mémoire, mais j'ai envie de me relancer dedans, surtout quand je vois les pages de Tom Raney, ou enfin moi j'aime beaucoup Tom Raney, hein. Man Spider. Voilà, sur ce j'espère que ça vous a intéressé, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'excellentes lectures. Moi sur ce, nous sommes jeudi, c'est un jeudi férié, jeudi de l'Ascension. Je vais travailler, on se retrouve dimanche, et puis du coup à dimanche, ciao.